Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour notre seconde conférence grand public. Avant de vous présenter, bien sûr, de laisser la parole à Julien, parce que c'est pas moi que vous êtes venu écouter ce soir, juste vous dire deux mots sur notre association, même si là je vois beaucoup de membres de l'association qui sont présents, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Draconis Astronomie, c'est une jeune association d'astronomie qui a été lancée en septembre 2021 et qui nous démontre qu'il y a un vrai intérêt des Dracénois pour cette science et l'astronomie amateur, puisqu'on est aujourd'hui quasiment une centaine d'adhérents au sein de l'association. Donc Draconis Astronomie, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous réunissons une fois par mois en salle, autour notamment d'un exposé présenté par l'un des membres. Nous faisons également une soirée d'observation par mois avec les télescopes de l'association et des membres de l'association. On ne va pas très loin, on va au Malmont, donc juste au-dessus. Et puis nous organisons également des sorties, observatoire de Nice, observatoire de Bauduin, à côté du lac de Sainte-Croix. On va aller en Italie également avant la fin de cette année. On ira certainement également à l'observatoire de Cannes. On essaie d'avoir beaucoup d'activités, dont ces conférences grand public que nous avons donc mis en place au tout début de l'été dernier avec à l'époque Jean-Pierre Rivet, qui est le parrain de l'association et astrophysicien, qui est venu inaugurer ce cycle. Et puis nous aurons après, donc Julien, en début d'année, nous aurons Pierre Cruzaleb, qui est aussi astrophysicien, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, je n'ai pas encore la date, mais qui viendra nous faire une conférence. Voilà. Si vous souhaitez d'autres informations sur l'association, adressez-vous à moi ou aux membres qui sont avec le polo également, qui pourront vous renseigner par la suite. Donc ce soir, je suis très heureux d'accueillir Julien Drévon, qui est un jeune docteur en astrophysique, tout frais, oui, tout frais, puisque Julien a soutenu sa thèse le 6 octobre dernier. Et on a d'autant plus de chance d'avoir Julien parmi nous que sa présence sur le territoire français est désormais éphémère. Les jours sont comptés, puisque à compter de vendredi prochain, eh bien, Julien part pour 4 ans au Chili pour travailler donc pour le compte de l'ESO. L'ESO, c'est la European Southern Observatory. Autrement dit, il va, si ça vous parle, il va travailler au VLT, au Very Large Telescope, dans le désert de l'Atacama. Donc regardez-le bien, parce que vous n'allez pas le revoir avant un petit moment. On va surtout l'écouter. Hein, d'accord? Donc, on va suivre effectivement la conférence de Julien, et puis bien sûr, vous aurez un temps de questions et réponses suite à ce moment. Je lui passe le micro. Merci Julien. Hop. Et je vais couper la ligne. Merci. Alors, ouais. Hop, voilà. Bonsoir à tous. Ah, bon. Ouais. Bonsoir à tous. Ah, c'est bon, parfait. Comme ça, je vous vois un peu et vous me voyez un peu aussi. Merci pour la présentation. Merci d'être là ce soir pour parler de poussière cosmique, des étoiles. Donc, on va voir pourquoi, en fait. Hein, les deux sont intimement liés. On va essayer d'expliquer pourquoi dans la présentation. Donc, je vais commencer par une petite introduction sur les étoiles en règle générale, sur la poussière, etc. Et ensuite, on rentrera vraiment dans le vif du sujet. Et je vous raconterai aussi, j'ai éparpillé quelques petites anecdotes parce que aussi l'année dernière, en fait, dans le cadre de ma thèse en deuxième année, je suis allé au Chili 1 an et donc du coup, je vous ai concocté 2-3 petites anecdotes. On verra ça au cours de la présentation. Donc du coup, je vais commencer simple et du coup, cette conférence va être assez plutôt, comment dirais-je, interactive. Donc, je vais vous poser des questions. Par exemple, on commence ici. Qu'est-ce qu'une étoile? Donc là, je vous ai mis 2 photos d'étoiles qui sont des photos d'étoiles, des vues d'artistes. Hein, ce ne sont pas des photos qu'on a faites avec des instruments ou des télescopes. Donc là, vous avez 2 étoiles. Quelle est la différence entre ces 2 étoiles? Quelles sont les différences notables que vous pouvez voir entre ces 2 images et ces 2 étoiles? La taille,
Oui, bah après, bon, on l'a pas forcément, j'ai pas forcément mis aux mêmes échelles, mais effectivement, on peut avoir une question de taille. Ensuite, quelle est... J'ai entendu température, j'ai entendu quoi d'autre? Couleur, les années de vie. Donc, il y a déjà un bagage déjà dans la donc en fait effectivement ce qu'on voit c'est que déjà on a une étoile bleue, une étoile rouge. Je vais pas plus loin. On va commencer simple et on va voir pourquoi en fait si vous voulez ici on nous a dit tout à l'heure c'est une question de température. Effectivement en fait la couleur des étoiles est liée à la température effective de surface des étoiles. Donc ici vous avez en bleu, alors quelle est l'étoile qui est la plus chaude selon vous? La bleue ou la rouge? Qui dit bleu, lève la main. Qui dit rouge, lève la main. Très bien. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le bleu et le rouge, c'est un petit peu un, enfin j'aime bien dire ça dans les conférences, mais c'est un petit peu un complot des plombiers pour vous induire en erreur. Pourquoi? En fait, si vous regardez bien, par exemple dans des fonderies, si vous êtes déjà allé dans des fonderies, lorsque vous faites chauffer du métal, le métal il est d'abord rouge, puis ensuite il tend vers le blanc, puis vers quelque chose de blanc-bleu. C'est exactement la même chose ici, en fait. Plus la température de l'étoile est chaude, plus on va tendre vers le bleu, et plus elle est froide, plus on tend vers quelque chose de plutôt dans le rouge. Voilà, c'est déjà une première chose. Donc effectivement, on a les étoiles chaudes d'un côté, les étoiles froides de l'autre. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une étoile? Donc une étoile, en fait, pour faire court, pour faire simple, c'est une boule de gaz chaude. En fait, ce qu'on appelle du plasma. Et qu'est-ce qui se passe dans une étoile? Au cœur des étoiles, on a des réactions qui se font, en fait, qui transforment grosso modo l'hydrogène en hélium. Et il va y avoir des photons qui vont être émis du centre de l'étoile. Et donc ces photons vont pousser la matière vers l'extérieur. Donc il va y avoir une force vers l'extérieur. Et pour contrebalancer ça, on a la force de gravitation qui va avoir tendance à ramener la matière vers l'intérieur. Et finalement, c'est cet équilibre entre les photons qui vont venir taper sur la matière et puis la gravité, cet équilibre qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. Et c'est ce qui fait maintenir en fait l'étoile, le diamètre de l'étoile stable. À partir du moment où, parce que bon, ben, c'est un petit peu comme tout, si vous voulez, nous on a nous, pour pouvoir vivre, grosso modo, on absorbe, enfin, on respire de l'oxygène et on rejette du dioxyde de carbone. Une étoile va ingérer de l'hydrogène et va expulser de l'hélium. Sauf que les réserves d'hydrogène, il n'y en a pas, c'est pas limité. Et au bout d'un moment, l'étoile n'aura plus assez de réserves d'hydrogène dans son cœur pour continuer ses réactions. Donc, on n'a plus de photons qui sont formés, et donc en fait, finalement, on n'a plus de pression qui ramène la matière vers l'extérieur. L'étoile se contracte, on perd complètement l'équilibre dans lequel elle est, et en fait, on commence à appeler ces types d'étoiles-là des étoiles évoluées. Donc, ce sont des étoiles qui sont en train de mourir. Donc, on a cette rupture de l'équilibre, et donc les étoiles évoluées commencent à mourir. Et mon métier, en fait, c'est d'étudier ces étoiles qui sont en train de mourir. Il y a plusieurs étapes, on va voir quelle est l'étape qui m'intéresse le plus. Ensuite, il y a le diagramme HR qui est assez intéressant, en fait, qui permet de... C'est un regroupement des étoiles, donc chaque point que vous voyez, ce sont des étoiles qui ont été cataloguées aux abords de notre système solaire, et on les a classées en fonction de leur luminosité et de la température. Et on voit deux choses. Premièrement, une sorte de d'étoile, d'une diagonale d'étoiles ici, qu'on appelle la séquence principale. Et là, vous avez toutes les étoiles qui sont en bonne santé. Donc, toutes les étoiles qui sont en ce qu'on appelle en équilibre hydrostatique. Et une fois que l'étoile, pour la première fois de sa vie, rompt cet équilibre hydrostatique, elle monte et puis elle se balade un petit peu là-dedans. Donc, on a un groupe d'étoiles qui ici, qu'on appelle les géantes rouges. Et puis ici, on a un autre groupe d'étoiles, beaucoup plus massives, qu'on appelle les supergéantes rouges. Donc là, vous avez deux exemples d'étoiles, une qui est une géante et l'autre une supergéante. Donc la supergéante rouge, tout le monde la connaît, hein, Bételgeuse par exemple. Donc voilà, pour vous donner une idée un petit peu de la représentation qu'on peut faire des étoiles. Et il faut savoir, donc c'était bien de le rappeler tout à l'heure aussi, que nous, notre étoile, donc elle se trouve à peu près luminosité solaire, ici, à peu près ici. Et en fait, notre étoile, combien d'espérance de vie elle a, notre étoile? Combien? 5? Il lui reste 5 milliards. Mais en tout, en fait, elle a 10 milliards d'années à vivre. Donc, elle en a effectivement consommé 5, il lui en reste 5. Donc, il faut savoir qu'on est ici à peu près à 10 milliards d'années, et plus on augmente la masse de l'étoile, moins
l'étoile va vivre longtemps. C'est un petit peu comme si vous aviez, je ne sais pas, un gros 4x4 avec le même réservoir d'essence. Ben, la 2 chevaux va consommer beaucoup moins qu'un gros 4x4. Et les gros 4x4, donc les étoiles avec de très fortes masses, vont avoir besoin de beaucoup de carburant pour pouvoir fonctionner. Donc elles vont vivre moins longtemps. Les étoiles qui se trouvent ici, à plusieurs dizaines de masses solaires, vivent aux alentours de 10 millions d'années, 100 millions d'années, alors que nous, on est à 10 milliards d'années. Donc une étoile, le cycle de vie d'une étoile, c'est-à-dire que là, on va essayer de voir maintenant comment est-ce qu'une étoile vit et meurt, essayer de comprendre un petit peu le lien, notamment avec la poussière. Donc au début, en fait, on commence avec un nuage relativement froid, sombre, dense. Ce nuage sombre et dense, composé de matière et de poussière et de gaz, par une raison X ou Y, donc par exemple l'explosion d'une supernova ou une perturbation dans le nuage, va faire s'effondrer le nuage sur lui-même. Donc localement, on va avoir la formation de plusieurs systèmes stellaires. Et donc là, par exemple, dans un système stellaire, on va avoir du gaz qui va se former, une surdensité qui va se former au centre, qui va être en fait une proto-étoile, c'est un bébé étoile, c'est une étoile qui n'est pas encore en train de vivre, mais qui se prépare à vivre. Si l'étoile a suffisamment de masse, alors les réactions au cœur de l'étoile commencent et l'étoile vit. Donc, se retrouve sur la séquence principale, cette diagonale qu'on a vue tout à l'heure. Par contre, si l'étoile n'a pas assez de masse, c'est une fausse couche, on appelle ça une naine brune, et l'étoile ne vit pas. Elle n'a pas assez de matière pour pouvoir vivre et meurt en fait directement. Donc là, on a la séquence principale, donc une étoile qui vit, qui est en équilibre hydrostatique. Un jour, comme on vient de le voir, les réserves d'hydrogène s'épuisent. Cette étoile, du coup, va se mettre à gonfler, devient ce qu'on appelle une géante rouge. Si on a des étoiles de type solaire, équivalent à la masse solaire, on se finit avec une géante rouge. Pour le Soleil, on a un grossissement qui s'apparente à un diamètre allant jusqu'à l'orbite de Mars, la Terre, Mars à environ, c'est-à-dire que notre étoile va aller manger toutes les planètes jusqu'à Mars à peu près, et puis ensuite va mourir, va perdre entre guillemets ses couches en fait, de gaz, et puis il ne restera à la fin qu'une naine blanche entourée de gaz, ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Et si l'étoile est un peu plus massive, dans ce cas-là, on a une super géante rouge, donc type Bételgeuse par exemple. Et dans ce cas-là, on va avoir une explosion, une implosion supernova qui va se former ici. Et il faut savoir une chose, c'est que si l'étoile est assez massive, on a alors soit l'étoile est massive mais pas assez, on a une étoile à neutrons au milieu de la supernova, ou alors si l'étoile est trop massive, c'est-à-dire qu'on a trop de matière dans un petit espace, on forme ce qu'on appelle un trou noir. C'est ce qui se passe ici. Donc, bref, on a la poussière, on a le gaz qui se forme parce que l'étoile perd progressivement son gaz et c'est forme de la poussière lorsqu'elle est en train de mourir ici. Donc c'est vraiment ici que ces étoiles-là que j'étudie. Et au fur et à mesure, en fait, ces supernovas, ces nébuleuses planétaires vont se refroidir et puis on va avoir des nébuleuses, on va avoir des nuages de poussière qui vont se former, qui vont se refroidir avec le temps, qui vont se condenser et qui vont former des globules, enfin des nuages sombres et denses et froids, pour ensuite reformer d'autres populations d'étoiles, etc. Et puis c'est un cycle qui recommence jusqu'à ce qu'il y ait assez de matière pour former des étoiles capables de vivre. Donc voici le cycle de formation de la poussière en fait et de vie des étoiles. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi à voir, ce sont en fait l'origine des éléments présents dans l'univers. Donc, tous les éléments. Donc là, vous avez le tableau de Mendeleïev, le tableau périodique des éléments. Donc tout le monde a dû voir ça dans les classes de physique-chimie à un moment ou à un autre. Vous voyez que l'hélium, l'hydrogène et éventuellement un peu de lithium et de barium ont été formés lors du Big Bang. Tous les autres éléments, incluant cette image-là, celle-là et celle-là, sont formés par la mort des étoiles. Donc c'est quasiment presque la totalité des éléments qui sont dans le tableau périodique des éléments. Donc en gros, vous avez le carbone, l'oxygène. Il faut savoir que le vivant, hein, nous, on est formé à base de carbone. Donc la vie, telle qu'on la connaît sur Terre, est formée à base de carbone. Donc lorsqu'on vous dit on est tous des poussières d'étoiles, c'est vrai. C'est-à-dire que les éléments qui sont formés, qui nous composent la table, cette salle, le vidéoprojecteur, le corps humain, tout ce qu'on connaît, ont été formés au cœur des étoiles. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a envie d'étudier ces étoiles qui meurent et ces éléments, en fait, cette poussière qui se forme,
parce qu'on a envie de comprendre d'où on vient, en fait, et comment est-ce que les éléments qui nous composent, nous, ont été formés. Donc, c'est un petit peu ma slide suivante, c'est-à-dire pourquoi étudier ces étoiles? Pour comprendre le vivant tel qu'on le connaît sur Terre, comment est-ce qu'il s'est formé, comment est-ce que les éléments qui nous composent se sont formés. Essayez de comprendre, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que s'il y a juste de l'hydrogène et de l'hélium, vous ne formez absolument rien de solide. Hein. C'est que du gaz. Donc finalement, les astéroïdes, les planètes, les systèmes planétaires, etc., sont tous présents grâce aux étoiles et à la mort des étoiles. Et bon, bien sûr, les nébuleuses, les jolies images que l'on voit, remplies de poussière et de gaz, forcément, ce sont des éléments qui ont été faits lors de la mort des étoiles. Donc voilà pourquoi est-ce que j'étudie, et on étudie en fait ces éléments-là, ces étoiles-là, qui forment de la poussière. Donc maintenant, on va essayer de dézoomer un petit peu et de nous mettre un peu dans le contexte maintenant qu'on a vu les étoiles, essayer de comprendre où est-ce qu'on se situe nous. Donc, on est bien d'accord que notre galaxie, c'est un ensemble de gaz et d'étoiles qui sont grosso modo en cohérence un peu gravitationnelle et qui sont en rotation autour du noyau. Et donc là, ce qu'on voit, c'est différents bras. Et nous, on se trouve ici, là, vers le bras d'Orion. Tac, la Terre. Et si on zoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement notre système solaire. On a le Soleil, Mercure, la Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc les planètes du système solaire. Donc au cas où nous, on est là, sur la Terre. Et ce qui est marrant d'observer, parce que, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que des fois, en fait, on a du mal à se représenter les échelles. Bon, déjà, moi, me représenter la distance Nice-Paris, 1000 et quelques kilomètres, j'ai du mal. Enfin, 900 kilomètres, j'ai du mal. Alors, lorsqu'on commence à me parler de distance Terre-Lune ou Terre-étoile la plus proche, j'ai vraiment du mal à me représenter les choses. Donc, du coup, je vous ai mis une petite vidéo qui vous permet, en fait, de comparer les différentes tailles et montrer quand même qu'on est super précieux et qu'on n'est pas grand-chose. Voilà. Donc là, vous avez la Lune qui est ici. Donc là, Pluton, Cérès qui sont à côté. Donc ensuite, on commence à arriver sur Mercure. Donc les planètes et les lunes présentes dans notre système solaire. Donc Ganymède, qui est une lune de Jupiter. Mars. Vénus, qui a un diamètre qui est à peu près sensiblement à celui de la Terre. Ensuite, après, on a Kepler 10c, qui est une des plus grosses planètes rocheuses qui a été détectée par le satellite qui recherche les exoplanètes, du coup, Kepler. Ensuite, Neptune. Donc, exoplanètes, c'est des planètes qui sont à l'extérieur de notre système solaire, dans d'autres systèmes stellaires, qui ont un soleil aussi et d'autres planètes autour. Saturne. Donc là, on a, bon, je vous épargne le nom compliqué, mais grosso modo, c'est une naine rouge. C'est une des planètes, des étoiles les plus petites en fait qu'on ait découvertes. Jupiter. Une des géantes gazeuses les plus grandes que l'on ait détectées. Notre étoile, le Soleil. Ensuite, Sirius A, que vous connaissez sûrement, visible dans le ciel. Pollux, une géante. Arcturus, une géante. Ensuite, Aldébaran. Donc déjà, bon, vous imaginez un petit peu la taille de la Terre à côté, ou même du Soleil, plus grand-chose. Histok Star, une hypergéante bleue. Antares, une supergéante rouge, donc on en arrive, hein. Betelgeuse, dont on a parlé tout à l'heure. VY Canis Majoris. Et puis, pour finir, je crois que c'est une des dernières qu'on ait détectées, une des plus grosses en fait étoiles, YX Scuti, qu'on ait détectée jusqu'à présent. Donc là, vous avez le diamètre en kilomètres. Bon, moi, je n'arrive pas à me représenter des chiffres aussi grands, et les astronomes non plus. Donc du coup, en fait, on passe à l'année-lumière. On essaye de trouver une autre unité de distance qui nous permet de mesurer les choses sans avoir 40 zéros après le chiffre. Donc là, 5 jours-lumière, 9 jours-lumière. Donc en fait, tout simplement, ça veut dire c'est la distance en fait parcourue par la lumière en 40 jours, 50 jours, 60 jours, etc.
Donc, on passe à 100 jours-lumière. Puis, à 365 jours-lumière, qu'est-ce qu'on a? L'année lumière, voilà. 2, 3, 4, etc. Hop. On s'éloigne progressivement, on atteint les étoiles dans l'environnement de... Donc là, on est à... Notre Voie lactée à nous, c'est 100 000 années-lumière. On n'y est pas encore. Hein. Donc ça veut dire que si vous voyagez à la vitesse de lumière, il vous faut 100 000 ans pour faire point A, point B, entre les deux extrémités de la Voie lactée. Donc même si on arrivait à voyager à la vitesse de la lumière, vous vous rendez compte que les distances que l'on nécessaires pour parcourir, ne serait-ce que l'intérieur de notre Voie lactée, sont astronomiquement longues et humainement inconcevables, pour une génération en tout cas. Donc là, on a la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de notre Voie lactée. Puis ensuite, d'autres galaxies, le groupe local, et puis toutes les autres galaxies qui sont autour. Puis on continue à dézoomer, on continue encore. Ne me demandez pas de mettre la Terre à l'échelle à cette distance-là, parce que je ne vous la donnerai pas. Je crois que les pixels sont trop gros, de toute façon. Donc là, on a le groupe local de galaxies. Il y a l'Aniakea, un super cluster de galaxies. Et il y en a beaucoup d'autres. Et voilà. On peut encore dézoomer, vous donner le vertige pendant encore longtemps, mais voilà, je crois qu'on s'arrête ici. Donc voilà, c'est vraiment pour poser le contexte, vous dire qu'en fait, tout simplement, en fait, on étudie, moi personnellement, j'étudie les étoiles qui sont en train de mourir, j'étudie vraiment des choses à petite échelle, mais que finalement, on a beaucoup de choses à voir, on a beaucoup de choses à chercher, on a encore beaucoup de choses à découvrir, et qu'à chaque fois qu'on apporte une réponse à ce genre à nos recherches, il y a des dizaines de questions qui se profilent derrière, et puis bref. Donc on a beaucoup de choses à faire. Et les distances sont astronomiquement grandes. C'est pas pour rien qu'on utilise cette expression d'ailleurs. Alors, donc maintenant qu'on a vu un petit peu ces distances, on va rezoomer, on revient, tac, 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 on revient sur la Voie lactée, on revient sur le système solaire, et maintenant on revient sur Terre. Et on va dans un endroit qui doit vous rappeler quelque chose. Je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à certaines personnes. Valberg. À Valberg, vous avez le golfe. C'est juste au parking du golfe de Valberg. Donc ça, c'est une image que j'avais faite au mois de juillet. Et j'ai trouvé intéressant de la prendre ici dans cette conférence. Pourquoi? Parce que je vais vous demander une chose, c'est de me décrire ce que vous voyez. C'est à vous. Effectivement, vous avez la Voie lactée. Donc effectivement, on voit la Voie lactée de la tranche, puisque finalement, la Voie lactée, on l'a vu. Si vous êtes, c'est un disque, et si vous êtes à l'intérieur du disque, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les bordures du disque à 360 degrés tout autour de vous. Donc là, c'est ce qu'on voit. Donc nous, on a 180 degrés, on a une petite partie, puis dans l'hémisphère sud, ils voient l'autre partie. Donc là, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Donc effectivement, on a la Voie lactée, mais la Voie lactée, elle est composée de quoi? Ouais. On a des nuages sombres, effectivement. On voit des zones un peu plus obscures que d'autres, qui semblent effectivement masquer la lumière et les nébuleuses en arrière-plan. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Des amas d'étoiles, oui. Allez-y, hein, monsieur du coup a dit nuages sombres, amas. Du coup, s'il y a des nuages sombres, il y a aussi des nuages clairs. Voilà. Donc, c'est ça en fait. On voit nuages sombres, nuages clairs. Donc, les amas, on ne va pas trop s'intéresser dans cette conférence parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la poussière. Et tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est de la poussière en fait. Tout ça, c'est vraiment de la poussière d'étoiles stellaires. Et pour vous donner une idée, donc là, c'est ce qu'on voit à l'œil nu dans le visible, mais si vous étiez capable de voir dans l'infrarouge, c'est-à-dire c'est une longueur d'onde qu'on ne voit pas nous, donc l'infrarouge, c'est là où émet la poussière. Si on était capable de voir dans l'infrarouge, le ciel serait comme en plein jour. On ne verrait rien du tout. C'est vraiment, ça serait illuminé de partout parce qu'il y aurait de la poussière de partout. Donc, nuages sombres, nuages clairs, nuages brillants. J'ai marqué nuages brillants. Bon. Donc, en fait, effectivement, on a deux types de nuages.
Et c'est deux types de nuages de gaz et de poussière, et donc deux types de nébuleuses. Donc on va essayer de comprendre, dans un premier temps, à quoi sont dus ces nuages sombres. Donc ces nuages sombres, c'est finalement de la poussière. On vient de le voir. Là, vous avez le même nuage sombre observé à différentes longueurs d'onde. Donc là, on a la longueur d'onde dans le visible. Ensuite, on descend progressivement. Et puis, pour aller dans l'infrarouge, donc dans le rouge, ici, tac. Puis ensuite, on arrive dans l'infrarouge, milieu infrarouge, etc., etc. Donc, on voit que plus on va vers le bleu, plus la lumière semble être masquée, la lumière des étoiles semble être masquée. Et plus on descend dans le rouge, plus on arrive à apercevoir les étoiles en arrière-plan du nuage. Et donc finalement, là, vous avez une image de à quoi ressemble la poussière. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez assez différent de la poussière qu'on retrouve sous notre lit, qui est principalement composée de poussière organique, enfin d'amas d'ongles, cheveux, etc. Là, c'est vraiment de la poussière qui est différente. Et en fait, ce phénomène-là, qu'on est en train d'observer, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Il n'y aura pas de mots compliqués, de gros mots compliqués, vous inquiétez pas, il y a juste quelques mots comme ça. C'est ce qu'on appelle de la diffusion. Donc en fait, on va diffuser beaucoup plus dans le bleu, donc la lumière. Donc en fait, la poussière va absorber, va masquer beaucoup plus dans le bleu et va laisser passer progressivement donc dans le vert un peu moins et dans le rouge un peu moins aussi. Et donc finalement, la diffusion est plus importante dans le bleu, puis dans le vert, puis dans le rouge. Alors vous inquiétez pas, je vous ai fait un schéma juste à côté pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc là, vous avez des étoiles en fond qui émettent du bleu, du rouge, du vert, et ils émettent toutes les longueurs d'onde. D'accord? On vient de dire qu'un nuage de poussière sombre, comme on les avait vus, comme on l'a vu juste avant, il diffuse principalement dans le bleu, puis dans le vert et dans le rouge. Donc, toute la lumière bleue qu'il reçoit va être diffusée à droite, à gauche, va être absorbée, va être diffusée ailleurs. Donc, il ne va finalement pas avoir beaucoup de bleu qui va passer. Le rouge, le vert d'abord. Le vert, il va en diffuser un petit peu plus, donc il en aura un petit peu plus que le bleu qui va passer. Et le rouge, il en diffuse pas beaucoup. Donc finalement, on va avoir très peu de rouge qui va être absorbé et réémis un peu de partout. Donc il va avoir finalement la composante rouge qui va beaucoup passer sur notre œil. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin? Des étoiles qui apparaissent principalement rouges. Et donc en fait, on va avoir notre nuage qui va bloquer une grosse partie de la lumière et qui va principalement laisser passer du rouge. Et c'est ce qu'on appelle le rougissement des étoiles. Donc, ou extinction, pour un terme un peu plus scientifique. Donc, extinction ou rougissement. Donc ça, c'est pour le pourquoi du comment. En fait, on observe ces nuages sombres, c'est parce que c'est de la poussière, c'est un nuage très dense, très froid, qui va laisser passer très peu de lumière, et principalement de la lumière dans l'infrarouge et dans le rouge. Là, vous avez une jolie image. Donc la température de ce nuage-là, c'est moins 263 degrés Celsius, donc on est très très proche du zéro absolu, qui est à moins 273. Et là, qu'est-ce que vous remarquez en fait? On remarque que toutes les zones où on a un peu de nébulosité, un peu de poussière, un peu de poussière tout autour, ben on remarque que l'environnement semble beaucoup plus orangé et rouge que des zones sans poussière. Et c'est ce que le phénomène d'extinction qu'on est en train de voir, qui se profile en fait ici. Donc on voit dans ce nuage-là, on voit très clairement qu'on a des étoiles qui apparaissent plus rouge-orange. Comparé à ici, on a des étoiles bleues-rouges. Ici, on en a très très peu parce qu'en fait, on va absorber la lumière. Donc, ça, c'était le premier type de nuage. Donc, les nébuleuses obscures, c'est des nébuleuses qui sont très très froides, très denses. Et pourquoi on ne voit presque rien? Parce que c'est à cause de la diffusion et du phénomène d'extinction. Maintenant, passons aux nuages brillants. Les nuages brillants, finalement, c'est un peu la même chose. C'est une question de point de vue. Pourquoi? Je m'explique. Donc là, on vient de voir qu'on diffusait beaucoup de bleu, un peu moins de vert, et du coup, on laissait passer beaucoup de rouge. Mais du coup, imaginez que vous n'êtes maintenant plus là. Imaginez que vous n'êtes plus là, mais que vous êtes là. Du coup, qu'est-ce que vous allez observer? Plus de bleu, un peu moins de vert et très peu de rouge. Et donc, c'est ce qu'on appelle les nébuleuses par réflexion. Et ces nébuleuses par réflexion qu'on voit en bas à gauche, ici, donc ce sont des étoiles qui sont très très chaudes. Donc, on a l'étoile qui est en avant-plan, le nuage de poussière qui est juste derrière, et finalement, on va avoir principalement la composante bleue qui va ressortir à cause de ce phénomène de diffusion dont on vient de parler juste avant. Et là, bon, bien sûr, on a le phénomène inverse, parce qu'on a des étoiles qui sont derrière, qui apparaissent plus rouges, plus oranges. Et puis voilà, c'est une façon d'observer aussi les nébuleuses et les différents
les différents comportements qu'on peut avoir vis-à-vis de la lumière, du type de poussière, de la densité du milieu. Donc ça, ce sont des informations qui sont relativement importantes. Et c'est ce qu'on appelle des nébuleuses par réflexion. Donc ça, c'était une première partie des nuages brillants qu'on peut observer. Sauf qu'il y a une deuxième catégorie de nuages brillants. Et cette deuxième catégorie, c'est formé par du gaz ionisé. Alors qu'est-ce que c'est du gaz ionisé? C'est grosso modo, les étoiles en fait très énergétiques, très chaudes, vont envoyer des photons qui sont très énergétiques. Et ces photons très énergétiques vont venir casser en fait des liaisons, vont arracher les électrons en fait des atomes. Et en fait, on va avoir le milieu qui va émettre sa propre lumière. Donc le gaz va émettre sa propre lumière. Et c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, les nébuleuses planétaires, donc c'est du gaz ionisé, c'est-à-dire que l'étoile centrale envoie des radiations tellement importantes que le gaz va se mettre à rayonner tout seul. Ça ne va pas être de l'émission ou de l'absorption, etc., qui provient de l'étoile, machin. C'est vraiment le gaz qui va émettre sa propre lumière. C'est ce qu'on appelle du coup des nébuleuses par émission. C'est ce qui se passe notamment aussi dans la nébuleuse d'Orion, nébuleuse du Crabe. Donc ce sont vraiment des nébuleuses qui vont émettre d'elles-mêmes par le rayonnement en fait de l'étoile au centre, qui est très chaude. Donc là, on a une température de 30 000 à 100 000 degrés Celsius de surface. Nous, notre Soleil, c'est combien? 5 000, ouais, 5 700 dans ces eaux-là. Donc du coup, on voit que ce sont des étoiles qui sont relativement chaudes, très chaudes. Là, je vous ai mis quelques images en grand pour que vous puissiez aussi, parce que l'astronomie, c'est aussi c'est joli. Donc du coup, j'aime bien mettre les grandes images pour montrer aussi à quoi ça ressemble. Donc là, on a la nébuleuse du Crabe. Donc, on voit vraiment que le gaz émet sa propre lumière. Nébuleuse d'Orion. Donc, au centre, on a des étoiles en fait, qui sont en formation. Ici, on a des pouponnières d'étoiles qui sont ici. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter sur Orion quelques secondes parce que je vais vous montrer un petit film. Parce qu'on a souvent avant de partir, de m'aventurer dans la recherche en milieu professionnel, j'étais astronome amateur comme tout le monde, enfin, ou grande partie de la salle. Et j'avais souvent l'habitude de voir effectivement Orion en 2 dimensions, parce que c'est une image. On n'a pas les distances, donc la vision 3D. Et j'aime bien cette petite image qui nous montre, en fait, ce petit film, qui nous montre une vision un peu plus 3D du gaz et de la dynamique qu'il peut y avoir en fait dans cette nébuleuse, cette pouponnière d'étoiles où des étoiles en fait sont en formation constante grâce au gaz aux alentours qui s'effondrent. Donc là, on a des étoiles, donc toutes ces étoiles-là, ce sont des étoiles qui proviennent donc, du coup du nuage et qui sont en formation. Donc là, on voyage un petit peu dans la nébuleuse d'Orion. Je trouvais ça joli. Donc là, vous voyez des sortes de petits arcs, un petit peu de matière. En fait, ce sont les étoiles qui sont jeunes et qui sont très massives, qui ont tendance à provoquer des vents en fait, stellaires, de matière. C'est ces vents-là qu'on voit autour. Voilà, c'était juste un petit plaisir personnel, et puis je me suis dit que ça vous ferait plaisir aussi. Hop. Et donc, du coup, si on devait synthétiser ça, donc la poussière qu'on vient de voir dans la Voie lactée, et puis donc on a la nébuleuse obscure, on a la nébuleuse par réflexion et la nébuleuse par émission. Donc voici en fait les différentes interactions qu'on peut avoir avec la poussière qui sont visibles en fait depuis la Terre. Il y a un autre phénomène, je ne sais pas si vous le connaissez, qui implique de la poussière, mais qui est très rarement visible dans de conditions très particulières. Est-ce que vous sauriez me dire ce que c'est? C'est un phénomène visible à l'œil nu, c'est une sorte de cône très lumineux qui apparaît de temps en temps à certaines périodes de l'année. Est-ce que vous sauriez me dire ce que ça peut être? Non, c'est un rapport avec les signes du zodiaque, la lumière zodiacale. C'est ça. Hop, donc là, vous avez une petite image à gauche. Donc ça, c'était du coup moi au Chili, à Paranal, donc juste sur la plateforme des télescopes. Et on avait la chance de pouvoir observer la lumière zodiacale, une sorte de cône lumineux là, qui traverse le ciel comme ça. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit tir laser. Si vous voulez, ça pourrait être une question à la fin. Ce n'est pas du tout l'objet de la présentation, mais si vous voulez, je vous en parlerai à la fin de la présentation.
Donc là, cette lumière zodiacale, à votre avis, d'où elle provient? Bon, vous avez un petit peu d'aide ici. D'où provient la lumière zodiacale? À votre avis, d'où provient cette poussière? Des comètes, j'ai entendu, oui. D'autres propositions? Oui? Des débris? J'ai pas entendu, pardon. Poussière de planètes. Finalement, est-ce que les poussières de planètes, ce ne seraient pas des astéroïdes, par exemple? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, c'est en fait c'est une planète qui n'a pas pu se former à cause de l'attraction de Jupiter, qui était trop grande et qui a empêché en fait la matière de former une nouvelle planète qui devait se former là. Donc, effectivement, la poussière de planète, on peut voir ça comme ça. Vous aviez dit quoi, monsieur, pardon? Oui, voilà, des débris. Mm. Donc, du coup, finalement, c'est ça. Donc, vous avez répondu en fait à la question, c'est-à-dire qu'en fait, on a des comètes, donc des objets joviens, en fait, qui proviennent de Jupiter, qui sont en orbite autour de Jupiter et le Soleil, qui font comme ça. Donc, on a des comètes des objets qui font ça. Donc, finalement, lorsque les comètes arrivent au niveau du Soleil, ben, ça commence à chauffer, elle va perdre donc du coup la poussière, du gaz, etc. Et va en disséminer un petit peu de partout dans son sillage. On a aussi effectivement des astéroïdes des petites poussières d'astéroïdes qui peuvent être présentes aussi, qui peuvent participer à la formation de cette lumière-là. Et c'était une publication aussi de 2021, 2022, en fait, je ne sais plus si vous vous souvenez de la sonde Juno qui est allée sur Jupiter pour regarder un peu Jupiter. Et ils avaient découvert à l'époque qu'il y avait de la poussière qui tapait en fait les panneaux solaires du satellite. Et ils avaient réussi à en déduire la densité de la poussière et la direction du coup de la poussière. Et ils avaient vu que la majorité des poussières sur lesquelles ils avaient tapé provenaient de Mars. Et en fait, on se demande, c'est une question qui reste encore ouverte, on se demande en fait si la majorité des poussières qui se trouvent être de la poussière de la lumière zodiacale ne serait pas en fait de la poussière provenant de Mars. Parce que vous savez peut-être, mais sur Mars, en fait, on a des vents qui sont énormes, très violents. Et en fait, il y a certains scientifiques qui pensent que ces vents violents et ces tempêtes ont été suffisamment violents pour emporter de la poussière de Mars dans l'espace. Et donc, du coup, on aurait une partie de la poussière martienne dans cette lumière zodiacale aussi. Voilà, bon, petite parenthèse. Donc, en gros, voici les différents types de poussière et les différentes interactions qu'on peut observer. Je regarde l'heure. Qu'on peut observer. Et donc, finalement, une des dernières questions qu'on peut se poser, c'est comment observer la poussière cosmique, à votre avis? Comment on fait pour observer tous ces objets et observer cette poussière? Pardon? On part avec vous au Chili. Oui, c'est peut-être une solution, effectivement. Mais du coup, moi, je vais au Chili. Oui. Les quoi? J'ai pas entendu. Les filtres? Alors oui, il y a des filtres, parce qu'on va observer, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure dans l'infrarouge, mais j'attendais une réponse moins technique. Je vois qu'il y a du niveau aussi à très jeune âge. Mais du coup, en termes d'instruments, qu'est-ce qu'on utilise pour observer la poussière cosmique, à votre avis? Vous, quand vous sortez, que vous regardez les nébuleuses, vous utilisez quoi? Les télescopes, et voilà. On va pas plus loin, rien de compliqué. Hein. Et donc, du coup, il y a des télescopes qui sont des télescopes spatiaux, comme par exemple le Hubble ou le James Webb télescope, Space Telescope. Alors, effectivement, les deux n'ont pas le même diamètre, ne sont pas du tout identiques. Par contre, il y a une chose que je mets au clair dans chacune de mes conférences, c'est qu'on a beaucoup fait de méditation sur James Webb en disant James Webb fait mieux, regardez James Webb, regardez les images qu'il fournit. Non. Oui et non. C'est-à-dire que c'est un peu plus nuancé que ça. C'est-à-dire que Hubble n'observait pas du tout dans les mêmes longueurs d'onde que James Webb. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de comparer quelqu'un qui regarde des carottes avec quelqu'un qui fait des probabilités sur les courses hippiques. Rien à voir. Donc du coup, en fait, ce qui se passe ici, c'est que regardez, vous avez effectivement une image de Hubble à gauche et par exemple du James Webb à droite. On observe deux choses qui sont complètement différentes parce qu'on n'observe pas du tout dans la même longueur d'onde. Tout se passe bien. Dans la même longueur d'onde. Donc du coup, ici, on va observer avec le James Webb dans l'infrarouge.
Donc, on va essayer d'observer à travers la poussière, à travers la matière, pour observer d'autres choses. Tandis qu'avec Hubble, on est bloqué, en fait, on est plutôt dans le visible, et on est bloqué, en fait, à ces longueurs d'onde-là, même si Hubble aussi avait des longueurs d'onde dans l'infrarouge. Mais du coup, les images qui sont utilisées pour comparer les deux ne sont pas pertinentes à chaque fois. Donc là, vous avez, par exemple, dans le visible, dans l'infrarouge. Donc, on voit vraiment la différence et la nécessité aussi d'observer dans l'infrarouge, comme le disait tout à l'heure. Rappelle-moi, c'est ton prénom? Evan, comme disait Evan tout à l'heure, nous, on va observer dans l'infrarouge. Donc, effectivement, on n'observe pas les mêmes choses. Nous, ce qu'on va observer, c'est les formations d'étoiles ou les étoiles en train de mourir, etc. Et aller voir ce qui se passe à l'intérieur, comparé au visible où on est bloqué, on voit d'autres choses. En fait, on voit la poussière, le masquage de la poussière. Là, vous avez une image de Hubble à gauche, du James Webb ici, et la combinaison des deux. Donc là, on voit une chose aussi, c'est que Hubble observe des trucs superbes avec une résolution énorme. James Webb, c'est pareil, mais il observe pas du tout les mêmes choses. Mais par contre, ce qui est intéressant, et c'est là où je suis d'accord, c'est que Hubble et James Webb sont très complémentaires. Donc on n'observe pas la même chose, mais on voit en fait une physique et de la matière très intéressante dans les deux images, et en les complétant, on arrive à avoir une physique et une dynamique qui ressort, et avec des informations qui sont très précieuses. Ensuite, une autre image visible infrarouge. Donc, pareil, Hubble, James Webb. Et puis, une deuxième façon d'observer la poussière, c'est avec des télescopes au sol. Donc, je vous épargne le pourquoi du comment on a des télescopes dans l'espace. Si vous voulez poser la question, vous pouvez la poser à la fin. Pourquoi on a des télescopes spatiaux, pourquoi on a des télescopes au sol. Mais là, du coup, au télescope au sol, le plus gros télescope au sol construit à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les télescopes du VLT. Donc, dans le désert d'Atacama, au Chili, à Cerro Paranal. Ce sont des télescopes de 8 mètres. Donc, ce sont ces gros buildings qui sont là, accompagnés de petits télescopes d'1,8 mètre qui peuvent être bougés sur des plateformes. Vous voyez les stations des plateformes qui sont là. On peut les bouger en fait en fonction de ce qu'on veut faire. Je vous expliquerai après un petit peu à quoi ça sert. Je finirai là-dessus d'ailleurs. Mais là, Paranal, je vais vous faire une petite parenthèse, enfin une petite pause, parce que c'est beaucoup de choses à retenir. Ça, c'est Paranal. Donc, c'est les photos que j'ai prises quand j'étais là-bas. Donc, du coup, là, c'était en fait la sortie de ma chambre. Donc, ça, c'était la vue de la sortie de ma chambre. C'était pas mal. Ça, ensuite, ici, c'était à l'intérieur. Donc, c'est les couloirs. En gros, vous avez une partie où les astronomes de nuit dorment. C'est au fond du bâtiment pour pas qu'on les dérange la journée, en fait, pour pas qu'on les réveille. Et de l'autre côté, en fait, vous avez les astronomes de jour qui dorment. Ici, en fait, j'étais là-haut le 18 septembre, enfin dans la période du 18 septembre. Et donc, du coup, c'était la fête nationale là-haut. Donc, ils avaient décoré, ils avaient fait plein de trucs. On avait les cuisines typiques, on avait les assados, enfin les barbecues, un peu la cuisine locale qui avait été montée. Ici, c'est pareil, c'est très confortable là-haut. Donc là, vous avez la piscine, les cactus. Vous avez, alors, voilà, c'est pas de l'argent jeté en l'air. Attention. On me dit, comment ça, de la piscine dans le désert, machin. Alors oui, il y a une raison derrière tout ça. C'est que, on le verra après, c'est très sec là-haut. On est dans le désert. Et pour avoir un minimum d'humidité, en fait, ils ont fait un mécanisme, on ne voit pas bien, mais c'est une sorte de serre en fait, à l'intérieur, pour conserver un minimum d'humidité, qu'on n'ait pas de séquelles une fois qu'on est là-haut. Donc la piscine permet d'apporter un certain taux d'humidité, les plantes tropicales aussi. Donc c'est vraiment pour pouvoir y vivre et pouvoir loger là-haut sans avoir trop de séquelles. Et ensuite, je ne sais pas si ce bâtiment vous dit quelque chose, mais c'est la vue d'extérieur de là où on dort. Je crois que moi j'étais là, je crois. Là, bref, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Alors j'avais mis une petite image pour vous remettre. Ça, c'était James Bond dans Quantum of Solace, lorsqu'il y a le bâtiment qui explose. En fait, ils ont fait exploser la cantine, à peu près. Hein. C'était là. Donc, du coup, et ce qui est marrant, c'est que lorsque vous sortez de Paranal sur la route pour reprendre et pour partir, il y a un gros caillou quand ils ont tourné le film. Du coup, en fait, on a l'impression que c'est un caillou gigantesque, mais en fait, vous pouvez le soulever sans aucun problème. Enfin, c'est ce que m'a dit du coup mon directeur de thèse, enfin mon co-directeur de thèse qui était monté avec moi. Et quand j'ai voulu le soulever, j'ai pas réussi, donc j'ai remis en question un petit peu mes capacités physiques l'espace d'un instant. Mais du coup, vous avez plein de petites traces du film en fait de Quantum of Solace. Du coup, je trouve ça marrant. Ensuite, vous avez une salle de jeu aussi. Donc, on avait une nuit où on n'avait pas d'observation.
on a profité pour se détendre un petit peu. Donc, du coup, avec mon co-directeur de thèse, on a joué au billard. Je ne sais plus qui a gagné, on s'en fout. Et donc, du coup, ici, là, c'était une image. Lorsqu'on rentrait des observations, on avait la Lune qui se couchait avec le Soleil qui se levait, en fait. Enfin, du coup, la Lune se levait. Hop. Et, enfin, bref, il était tard, je me souviens plus. Donc là, c'était la salle avec le billard et machin. Alors, pour les plus jeunes, il y a même des salles d'arcade. Enfin, les plus jeunes, enfin, non, donc les gens comme moi qui adorons les jeux d'arcade. Du coup, il y a des jeux d'arcade, il y a les PlayStation, il y a les machins, on peut jouer, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, il y a vraiment du confort là-dedans. Là, vous avez des images sur la plateforme. Donc là, on se rend compte en fait des buildings, hein, c'est vraiment des gros bâtiments de plusieurs étages. À l'intérieur, il y a les télescopes de 8 mètres. Donc là, c'était quand on faisait une petite randonnée autour de l'observatoire avec mon co-directeur de thèse. On était omnibulé par le fait qu'il y ait une plante qui réussit à survivre avec un jour de pluie tous les 5 ans. Du coup, elle était là, la plante, on l'a prise en photo. Là, c'était les petits télescopes d'1,8 m qui sont posés qui peuvent bouger, hein, je l'ai dit, sur les stations. Ça, c'est moi à côté. Et mon directeur de thèse m'a fait coucou, du coup, j'ai fait coucou. Et puis là, du coup, il m'a pris en photo. Il y a des couchers de soleil magnifiques. Nous, on avait, pour ceux qui connaissent, sur les 2 semaines, on a eu 2 semaines de rayons verts. Tous les soirs, on avait un rayon vert qui apparaissait au coucher de soleil. C'était magnifique. Bref, on a des conditions. On ne s'est pas perdu au milieu du désert pour rien. C'est-à-dire qu'on a vraiment en fait choisi un site avec des conditions d'observation atmosphérique qui sont au top du top de ce qu'on peut trouver dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'on a l'expert de là-haut. Donc ça, c'était aussi une petite balade aux alentours de l'observatoire. Là, l'observatoire est ici. Autre petite photo. Donc ça, c'est moi. Donc sur le coucher de soleil. Donc là, on voyait les gros télescopes. Pareil ici avec le coucher de soleil. Là, vous avez, ça c'est les télescopes de 8 mètres. Et là, vous m'avez moi en bas pour l'échelle. Donc vous vous rendez compte, le télescope, il est là, hein, le miroir. Donc à taille humaine, on est très petit. Donc là, c'est une autre vue du télescope, il est en train de tourner. Donc là, on a l'ensemble du miroir de 8 mètres, 8 mètres 10, 8 mètres ici. Donc ça. Ensuite, on a une station de météo à Paranal. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais vous traduire. C'est la Pierre. La Pierre, c'est une station météo. Si la pierre est mouillée, ça veut dire qu'il a plu. Si la pierre est sèche, ça veut dire qu'il ne pleut pas. S'il y a de l'ombre sur le sol grâce à la pierre, ça veut dire qu'il fait beau. S'il y a du blanc au-dessus de la pierre, ça veut dire qu'il neige. Si on ne peut pas voir la pierre, ça veut dire qu'il y a du brouillard. Si la pierre se balance comme ça veut dire qu'il y a du vent. Si la pierre se bouge de haut en bas, ça veut dire qu'on a un tremblement de terre. Et si la pierre est partie, ça veut dire qu'il y a une tornade. Voilà. Donc ça, c'est notre petite station météo sur place. Mais vous vous inquiétez pas, on a quand même de l'électronique et des stations qui fonctionnent un peu plus précisément que ça. Donc on a en fait un moniteur, donc un écran par instrument, et puis par télescope. Et vous voyez qu'en fait on a des rangées et des rangées d'instruments et de télescopes dans la salle de contrôle. Et donc chacun, donc moi en fait je m'occuperai de ces instruments-là. Donc je serai à la place du monsieur en bleu. 80 nuits par an, là, je ferai ça. Et donc du coup, voilà, je vais faire joujou et j'appuierai sur le bouton OK. Hein. Enfin, j'ai pas grand-chose à faire. Mais grosso modo, c'est vraiment sympa à faire. Et là, pour vous donner une petite idée, donc là, c'est la photo dont je vais montrer tout à l'heure, que je vais montrer tout à l'heure. Mais pour vous donner une idée, on était du coup en septembre, le 13 septembre 2022. C'était, du coup, on était quoi? On arrivait sur l'été. On était dans le printemps puisque les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud. Donc, on arrivait sur l'été. Et donc là, du coup, le vent soufflait à moins 6,2 degrés. Et on avait une humidité à 2,8% d'humidité. Nous, ici, c'est 50, 60, voire plus. Et là-bas, c'était à 2,8%. Je peux vous dire que je suis resté 2 semaines là-haut. De toute façon, on ne peut pas rester plus de 2 semaines. Je me mettais de la crème, hein, pourtant, hein, mais j'avais les phalanges qui saignaient à la fin du séjour, tellement que c'était sec, en fait, pour la peau. Donc, faut faire attention. Ça reste quand même des conditions assez sauvages, si je puis dire. C'est très sec. On n'a pas l'habitude, surtout une personne qui vient de la Méditerranée, du sud de la France, n'a pas l'habitude de ces taux d'humidité-là. Donc voilà, c'est des conditions qui sont particulières. Et j'ai bientôt fini. Tac, il me reste 1 minute, mais je vais un petit peu.
Pas de beaucoup. Et puis ensuite, le but en fait dans tout ça, en observant, parce qu'en de base on parle de la poussière, tout ça, c'est une grosse parenthèse sur Paranal et mes sessions de vacances. Je ne vous ai pas montré la Patagonie et l'île de Pâques aussi, j'étais gentil. Je suis resté dans le thème. Mais du coup, il y a en fait, ce qui nous importe, c'est on va toujours essayer de faire des télescopes de plus en plus gros. Pourquoi on fait des télescopes de plus en plus gros? Parce qu'en augmentant le diamètre, on voit de plus en plus petit, de plus en plus loin. Et donc, 8 mètres, c'est ce qu'on est capable de faire au maximum. En fait, à 9 mètres, à partir de 9 mètres, le miroir il s'effondre sous son propre poids. C'est tellement gros que physiquement, en fait, le miroir s'écroule. Il y a trop de contraintes physiques pour le maintenir. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne voyez aucun télescope plus gros que ce qu'on est capable de faire au VLT. Donc, par contre, les télescopes plus gros, on voit une chose, c'est qu'ils sont fragmentés en plusieurs petits télescopes. On appelle ça de l'optique segmentée. C'est-à-dire qu'on va prendre des télescopes d'un mètre 5, hexagonaux, qu'on va coller les uns aux autres pour former un télescope plus grand. Actuellement, le télescope le plus grand qui est en train d'être construit sur la montagne d'en face de là où je bosse, c'est l'Extremely Large Telescope. On ne s'embête pas trop pour les noms, hein. C'est vraiment Extremely Large Telescope, télescope de 39 mètres de diamètre, 10 ans de construction. Et donc là, on a 50% de le finir. Là, ils sont en train de faire le dôme. 39 mètres de diamètre. Nous, pour vous donner une idée du bidule, hein, du dôme, donc là, vous avez le LT une fois qu'il est fini. Vous avez l'arc de triomphe ici. C'est plus de 100 mètres, c'est à peu près 100 mètres de hauteur, le dôme, pour un télescope de 39 mètres de diamètre. Donc, en fait, construire des télescopes de plus en plus grands, c'est pas facile. Et pour la science que je fais, pour observer en fait les poussières autour des étoiles qui sont en train de mourir, on a besoin d'avoir des télescopes de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Donc, ouais, vous êtes en train de me dire, mais du coup, tu travailles pas. Ben si, parce qu'en fait, on n'utilise pas cette technique, on utilise une technique alternative qui s'appelle l'interférométrie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but, je vais finir avec ça, c'est une sorte d'ouverture un petit peu, comme ça si vous êtes curieux, vous regarderez un petit peu ce que c'est, vous pouvez poser des questions après. Mais grosso modo, au lieu d'utiliser un seul télescope, on en utilise deux. On n'est plus limité par seulement la taille du miroir, mais on est limité cette fois-ci par la séparation entre les deux télescopes. C'est-à-dire que si vous êtes capable de séparer deux télescopes de 200 mètres de diamètre, vous avez la résolution équivalente à un télescope plein, circulaire, de 200 mètres de diamètre. C'est pas mal. Du coup, c'est ce qu'on utilise, c'est pour ça qu'on utilise la technique de l'interférométrie. Et là est l'intérêt en fait de bouger les télescopes sur différentes stations, c'est pour faire varier les distances entre les différents télescopes et avoir plusieurs résolutions. Mais le désavantage de ça, c'est que au lieu d'observer comme on observera à travers un télescope une étoile, on observe des franges d'interférence. On fait interférer la lumière entre elles en fait. Et donc de ça, ensuite, on en déduit les propriétés physiques et chimiques de l'environnement, de la poussière, etc. Et pourquoi c'est intéressant? Là, on voit d'ailleurs qu'il y a des absorptions à certaines longueurs d'onde, ça c'est les absorptions de l'atmosphère. Mais pourquoi est-ce qu'on observe à plusieurs longueurs d'onde? Pour la composition chimique en fait de l'environnement. Je reprends le tableau de Mendeleïev et on remarque une chose, c'est que la signature, c'est-à-dire un peu comme une carte d'identité. Vous avez un passeport, une carte d'identité, vous avez votre prénom, votre nom, votre date de naissance, je ne sais pas, et toutes les informations qui vont avec. En fait, il y a quasiment que vous qui avez en fait cette trace unique. L'empreinte digitale, pareil, il n'y a que vous. Et là, pour les composants, en fait, la matière, c'est pareil. Le carbone a son empreinte de lumière spectrale. Et finalement, lorsqu'on a tout ça, et qu'on est capable d'identifier les différents composés chimiques, on sait de quoi est composé en fait notre milieu. C'est pour ça qu'on veut regarder à plusieurs longueurs d'onde. Et l'interférométrie nous permet aussi, je vous avais sûrement entendu parler du prix Nobel, et de l'image, la première image d'un trou noir, c'était grâce à l'interférométrie. En fait, ils ont pris des télescopes, des radiotélescopes à travers le monde, et cette fois-ci, en fait, en ayant des radiotélescopes à travers le monde, ils ont été capables en fait de fournir un télescope équivalent au diamètre de la Terre. Et c'est grâce à ça qu'on a pu fournir la première image d'un trou noir. Et on a aussi fourni d'autres images, des AGN, enfin de galaxies, des cœurs de noyaux de galaxies, d'étoiles. Donc là, c'est une reconstruction d'image qui a été faite de Betelgeuse. Donc en fait, on fait beaucoup de choses avec l'interférométrie. On va beaucoup plus loin. C'est vraiment une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'univers parce qu'on a cassé une limite qu'on avait, qui était la diamètre physique des miroirs. Et on a innové pour trouver autre chose, pour avoir accès à l'information. Et du coup, je vais conclure là-dessus. Grosso modo, la poussière cosmique, en gros, comment on fait pour l'observer? Avec des télescopes spatiaux au sol, en infrarouge, qui possèdent un double avantage, qui est à la fois très peu d'extinction, donc on peut aller voir la poussière, et puis c'est un domaine d'émission de la poussière, donc finalement on observe vraiment la poussière en elle-même et les zones de formation de poussière.
Ensuite, la naissance de la poussière se fait grâce aux étoiles qui meurent. Donc, étoiles dont la couleur dépend de la température. On a vu que plus c'est rouge, plus c'est froid, plus c'est bleu, plus c'est chaud. Sont forment les éléments lourds qui sont à l'origine de la vie, du vivant et de tout ce qu'on connaît sur Terre, donc carbone, oxygène, silicate, fer, etc. Ensuite, une fois qu'elles meurent, ces étoiles-là finissent soit en nébuleuses, donc ce qu'on avait appelé des nébuleuses par émission ou par réflexion, ce qu'on appelle des nébuleuses planétaires et des supernovas, et des nébuleuses obscures, comme par exemple la tête de cheval, qu'on a pris un exemple tout à l'heure. Et l'intérêt de la poussière est triple. Et c'est une nouvelle population. En fait, on va former avec la poussière de nouvelles populations d'étoiles. Donc, on va faire vivre la galaxie et les nouvelles générations d'étoiles et de formation de planètes. Ce sont bien sûr la poussière, les briques fondamentales de la vie, de tout le vivant et de tout ce qu'on connaît. Et c'est grâce à ça aussi qu'on a la formation d'astéroïdes et de planètes. Donc maintenant, lorsque je vous dis que je travaille sur la poussière et que j'essaie de comprendre comment la poussière se forme autour des étoiles, c'est finalement pour apporter des éléments de réponse pour essayer de comprendre tout ça. Voilà, ben, je m'arrêterai là-dessus. Merci pour votre attention. C'est bon. Tu veux faire passer le micro? 30 secondes. C'est pour la télé. D'ailleurs, je crois que l'interférométrie, tu me corriges si je me trompe, c'est quasiment une invention locale. Ouais. C'était Antoine Labeyrie, Ouais. l'observatoire du CERGA à l'époque, donc juste au-dessus de Calerne, de Grasse, pardon, qui a vraiment développé en tout cas le principe d'interférométrie optique qui est repris par les télescopes du monde aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Mais bon. Est-ce que vous avez des questions? Allez, je vais voyager avec le micro. Bonsoir. Puisque en interférométrie, il faut utiliser 2 télescopes, est-ce qu'on pourrait utiliser par exemple un télescope terrestre et un télescope spatial? Alors, vous m'entendez bien là, c'est bon de toute façon? Ça va? Ok. Comment dirais-je? Comment faire ça? Dans la théorie, tout est possible. Dans la pratique, ça l'est un peu moins. C'est-à-dire que dans l'infrarouge, on est obligé d'avoir une précision parce que du coup, c'est 2 faisceaux indépendants qui observent la même chose et qui se font interférer. Sauf que pour les faire interférer dans l'infrarouge, il faut une précision du micron. Sauf que cette précision du micron, on n'est pas capable de le faire à plus de quelques centaines de mètres. Donc nous, on est capable de le faire sur 200 mètres. On a des tunnels en fait souterrains, des jeux de miroirs qui font que la technologie actuelle nous permet d'avoir cette précision voulue. Il y avait eu un projet qui avait été fait, le projet Darwin à l'époque, qui était de faire la même chose dans l'espace. Donc là, on aurait eu plusieurs kilomètres de distance, sauf qu'en fait, à l'époque, on ne savait pas avoir une précision du micron dans l'espace pour faire interférer les faisceaux entre eux. Là, actuellement, on commence à avoir cette précision. Donc, on commence peut-être à penser à faire ce genre de choses, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Par contre, dans le domaine radio, ce qui était le cas, par exemple, pour l'image du trou noir, donc là, on a réussi à faire interférer l'information de plusieurs stations à travers le monde parce que en radio, c'est beaucoup moins compliqué de faire interférer des faisceaux entre eux. Par contre, en infrarouge, pour le moment, on est limité à quelques centaines de mètres. Donc, vous imaginez bien qu'entre la Terre et l'espace, c'est compliqué de faire interférer des faisceaux. Et en plus, vous auriez du coup toute la couche d'atmosphère qui serait en interaction directe avec la lumière. Ça serait, comment dirais-je, pas de façon polie, ça serait embêtant de faire interférer des faisceaux avec l'atmosphère entre les deux. Voilà. J'ai 2 questions. En tant qu'astronomateur, j'adore les étoiles carbonées. Oui. Elles ont une couleur très spectaculaire. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur la physique de ce genre d'étoiles? Oui. Et une deuxième question plus pratique. Il y a un télescope de 30 mètres à Hawaï, au Mauna Kea, qui est en projet depuis des années, qui est bloqué par des indigènes locaux qui s'opposent à la violation du volcan. Est-ce qu'il y a des nouvelles positives sur la construction future de ce télescope? Alors, du coup, je vais commencer par la dernière, c'est plus rapide. La réponse est. On entend mieux. Ok.
Alors, la réponse pour Hawaï, c'est toujours négatif. C'est-à-dire que, en fait, on veut tout simplement construire un observatoire sur un cimetière de leurs ancêtres. Donc, je peux comprendre que ça pose problème. Et donc, pour le moment, c'est pas d'actualité parce qu'on n'a toujours pas les autorisations. Donc, première question. Et puis, du coup, la deuxième question sur les étoiles carbonées. Des étoiles carbonées, en fait, ce sont des étoiles, si on parle de la même chose, ce sont des étoiles évoluées carbonées. De base, toutes les étoiles sont oxygénées. Toutes les étoiles sont une atmosphère qui est oxygénée. Dans certaines conditions et dans des cas très particuliers de masse et surtout de masse en fait, des étoiles, il va y avoir des phénomènes convectifs très importants qui vont venir ramener du matériel du noyau vers l'extérieur. Et lorsqu'une étoile évolue, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on transformait l'hydrogène en hélium, mais après il y a un stade supplémentaire. On va transformer l'hélium en carbone, en oxygène. Puis ensuite, si l'étoile est assez massive, dans d'autres éléments. Mais du coup, dans la période où on a du carbone et de l'oxygène, l'étoile fournit du carbone et de l'oxygène dans son cœur. Donc si on a le phénomène de convection, c'est un peu la même chose que en fait, la convection, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais c'est quand vous faites bouillir votre casserole et l'eau, l'eau qui chauffe en bas va remonter, lorsqu'elle se refroidit, elle redescend, et puis c'est en ébullition, c'est le même phénomène de convection. Donc là, il y a la même chose au niveau de l'étoile. Donc l'étoile, le phénomène de convection va venir ramener du matériel de l'intérieur de l'étoile, donc du cœur de l'étoile vers la surface, et si c'est assez efficace, on va changer le ratio entre le carbone et l'oxygène. On va avoir plus de carbone que d'oxygène. Dans ce cas-là, on va appeler cela une étoile carbonée. Et au contraire, si on a un ratio entre le carbone et l'oxygène qui est du coup inférieur à 1, on a une étoile qui est dite oxygénée. Donc c'est juste ça. Donc effectivement, le fait que les couleurs, etc. Je ne sais pas si ça. En fait, il faudrait voir en fonction. Effectivement, les étoiles carbonées ont une masse particulière qui tend à avoir des objets qui sont plutôt rouge-orange. Donc effectivement, on va avoir des étoiles carbonées qui vont être plutôt de rouge-orange. On n'aura pas d'étoiles carbonées bleues. Ces étoiles bleues, c'est des étoiles très chaudes, très massives. Et ces étoiles-là, en fait, consomment leur carbone pour former d'autres éléments plus tard. Donc voilà. J'espère que ça répond à la question. Est-ce que mettre des télescopes sur d'autres planètes, vu qu'on a réussi à mettre des stations sur d'autres planètes, est-ce que mettre des télescopes sur d'autres planètes pourrait augmenter nos chances de mieux voir comparé à la planète? Alors, merci. Alors, actuellement, on n'a pas réussi à mettre de bâtiments ou de stations hors de la Terre. On a juste posé des panneaux réfléchissants, pardon, sur la Lune. Donc, pour ceux qui avaient des doutes encore, on est allé sur la Lune. Je n'ai pas signé de clause de confidentialité en disant il ne faut pas dire qu'on n'est pas allé sur la Lune ou que la Terre est plate. Donc la Terre est ronde et on est allé sur la Lune. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, il y a les astronautes qui sont allés sur la Lune, qui ont pris des panneaux réfléchissants, qu'ils ont posés sur la Lune, et c'est grâce à ça qu'en fait on mesure la distance Terre-Lune. On envoie des lasers, comme ce qu'on a à l'observatoire de Calerne. On a des gros lasers qu'on envoie sur la Lune, qui sont réfléchis par ces panneaux réfléchissants, qui nous reviennent. Et en fait, en calculant le temps que met la lumière pour parcourir la distance, on calcule la distance Terre-Lune. Du coup, pour répondre à ta question, pour le moment, on n'a pas réussi à construire plus que ça. Il y a des projets qui se mettent en place pour construire effectivement des télescopes éventuellement sur la Lune, mais sauf que du coup, la Lune n'a pas beaucoup d'atmosphère. Elle a vraiment une atmosphère qui est quasiment inexistante. Donc en fait, le moindre petit caillou, il tombe sur la Lune. Donc le problème, c'est comment protéger les miroirs et les télescopes d'éventuelles chutes d'astéroïdes. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Sur Mars, on n'a pas fait. Sur Mars, on a posé des sondes ou des petits robots, mais on n'a pas posé de structure encore. Donc, pour le moment, on ne sait pas faire. On en envoie dans l'espace des télescopes, ce qui est très important parce que ça nous permet de nous affranchir de l'atmosphère et de voir mieux que sur des planètes où il y aurait une atmosphère, justement. Mais pour le moment, il n'y a pas de plan pour construire des télescopes sur d'autres planètes. Sur la Lune, on est en train d'y réfléchir, parce qu'on va y aller dans pas longtemps, mais dans d'autres planètes, c'est pas encore en projet, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
sur d'autres mon sujet. Après, si vous avez des questions auxquelles je peux potentiellement répondre, je serais ravi d'y répondre. Je ne connais pas les horaires de bus, par contre. Mais c'est en lien avec l'astronomie, je suis apte à répondre aux questions. Oui, Anne-Sophie. Juste les questions que tu as soulevées. Ah oui. C'est une amie à moi, elle a posé la question que je voulais qu'on pose. non, mais oui, il y en avait une là, voilà. En fait, le problème, c'est que... Hop, merci. Je ne sais pas pour commencer. En gros, on a l'atmosphère, d'accord, entre le sol et l'espace. Donc, ce qui fait qu'en fait, une onde, donc la lumière qui nous provient d'une étoile, elle parcourt des années-lumière sans avoir un chouïa d'interaction. Et puis sur les derniers kilomètres, elle se tape l'atmosphère. Sauf que l'atmosphère, en fait, va déformer cette onde-là. Et du coup, pour déformer, le problème, c'est qu'on a une onde qui est déformée. Et nous, on voudrait qu'elle soit plane, la même façon qu'elle a traversé l'espace et qu'elle nous est arrivée. Donc, du coup, on essaye de rendre cette onde plus plane. Donc, pour rendre cette onde plane, en fait, on essaye d'avoir le pattern de l'onde déformée et on va essayer de déformer le miroir pour pouvoir annuler cette déformation et avoir quelque chose de plan. Et donc, comment on fait ça? On utilise des miroirs qui sont déformables. Donc, ce qu'on appelle l'optique adaptative. Donc, en fait, on va analyser le fond d'onde incident, donc sachant qu'il y a des variations d'à peu près 1000 variations à la seconde, en fait. L'atmosphère, les changements dans l'atmosphère sont très rapides. On a 1000 variations à la seconde, c'est l'ordre de grandeur. Donc, en fait, on va analyser à 1000 analyses à la seconde les différentes déformations de l'atmosphère. On va déformer les miroirs en même temps pour annuler, en fait, cette déformation. Sauf que, pour pouvoir analyser en fait cette déformation, on va observer une étoile ponctuelle, une étoile qu'on ne résout pas, donc un point, pour en fait avoir vraiment la signature particulière de la déformation dans l'atmosphère. Sauf que des fois, avec les gros télescopes qu'on a, on observe des régions où on n'a plus d'étoiles. On zoome tellement qu'on n'a pas d'étoiles. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On en crée une. Donc on crée des étoiles synthétiques en haute atmosphère, on balance, comme dans Star Wars, on balance des faisceaux de télescopes en haute atmosphère pour exciter la raie du sodium. Et donc, on va créer une étoile synthétique dans l'atmosphère, dont on connaît les propriétés, etc. Et puis, du coup, on observe cette étoile-là pour compenser les effets de l'atmosphère liés, donc qui sont visibles, du coup, dans nos données. Donc, pour pouvoir annuler les effets de l'atmosphère. Donc, voilà à quoi sert ce gros laser. C'est pour pouvoir créer une étoile synthétique. Voilà. D'autres questions? Bon, moi, je vais t'en poser une. Ok. Je vais t'en poser une. Tu as cité tout à l'heure parmi les super géantes rouges Betelgeuse. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un sujet très particulier, Betelgeuse, et ce qui s'est passé il y a 2 ans à peu près? Ok. Oui, pas de souci. Je vais te répondre avec plaisir. Est-ce que tout le monde sait ce qui s'est passé, se souvient de ce qui s'est passé avec Betelgeuse ou pas? Non. C'était du coup en décembre 2019 et janvier-février 2020. On a eu Betelgeuse qui a perdu, qui a gagné du coup 1,5 de magnitude à peu près. Donc qui a perdu 4 fois son flux standard. Donc du coup, c'est quelque chose qui est pas naturel en fait que l'on observe ce genre de choses. C'est-à-dire que l'étoile, vous voyez Betelgeuse, donc vous imaginez la constellation d'Orion, et on voit clairement Betelgeuse qui ne fait plus partie des étoiles les plus brillantes de la constellation, d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, bien sûr, forcément, il y a eu des observateurs du monde entier se sont concentrés sur Betelgeuse. Il y a des observations qui ont été faites, beaucoup d'observations qui ont été faites, et on est quasiment sûr maintenant que Betelgeuse aurait connu en fait cet événement, ce qu'on appelle du grand assombrissement, à cause d'un nuage qui se serait formé, un nuage de poussière qui se serait formé dans l'axe de visée entre l'étoile et nous. En gros, il faut savoir que dans les supergéantes rouges, la matière se perd principalement par convection. Vous avez des grosses cellules de convection qui font à peu près un tiers de la taille de l'étoile,
qui sont ramenés de l'intérieur et qui ramènent de la matière vers la surface. Sauf que l'étoile est tellement grande que la gravité à la surface est tellement faible que la matière s'échappe toute seule de l'attraction d'étoiles. Et cette matière-là s'est refroidie, s'est éloignée. Donc vous imaginez que vous êtes la Terre. Là, il y a Bételgeuse. Donc la matière s'échappe. Sauf que la matière composée de gaz se refroidit, forme donc du gaz, et puis va former au fur et à mesure de la poussière. Et finalement, la poussière, comme on vient de le voir, a masqué la lumière dans le visible. On n'a pas vu de changement dans l'infrarouge, vous remarquerez. Donc on masque en fait dans le visible la lumière, et finalement on a une baisse importante de la lumière de Bételgeuse parce qu'il y a une partie de la lumière de Bételgeuse qui est masquée par la poussière dans notre axe de visée. Et donc du coup ça a été notamment un de mes sujets durant ma thèse. Pendant 1 an j'ai travaillé sur Bételgeuse pour apporter un semblant d'éléments de réponse. Et donc du coup on a découvert qu'effectivement il y avait eu un excès d'infrarouge pendant l'événement, ce qui veut dire qu'il y a un excès de quelque chose qui émet dans l'infrarouge. Et qu'est-ce qui émet dans l'infrarouge? La poussière, exactement. Et donc, du coup, c'est de ça qu'ensuite on en a déduit qu'effectivement, le Bételgeuse avait connu cet événement du grand assombrissement à cause de la poussière et aussi en perdant une partie de sa matière, un petit peu comme un enfant qui se blesse. Elle a eu une petite cicatrice au genou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une tache sombre qui est apparue à la surface de l'étoile et qui a encore plus assombri en fait et qui a diminué la quantité de lumière et de flux qu'on recevait de l'étoile. Donc c'est un double événement qui est apparu en même temps, enfin qui est une conséquence de l'autre, mais qui est apparu et qui a fait que l'étoile a perdu 4 fois son flux. Voilà, c'est la conclusion qu'on a actuellement. Et ça, c'est c'est grâce aussi à l'interférométrie qu'on a eu ces résultats-là. Parce qu'on a été capable de résoudre la surface de l'étoile. Résoudre la surface d'autres étoiles. Je trouve que c'est assez fort et on fait ça actuellement, quoi. Donc voilà. T'as pas de scoop pour nous dire quand est-ce qu'elle va exploser? Non, je ne suis pas devin. Donc non, je peux te dire qu'elle ne va pas exploser maintenant. Parce que si, en fait, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui savent ce que c'est un neutrino. Mais grosso modo, c'est une particule élémentaire qui n'interagit pas avec la lumière, avec la matière, en fait, pardon. Et en fait, les neutrinos, il faut se dire une chose, c'est que le photon qui est émis dans le cœur de l'étoile, pour sortir, elle peut mettre des milliers, voire des millions d'années à ressortir parce qu'elle se fait absorber, réémettre par la matière, et elle ne traverse pas en ligne droite. Les neutrinos traversent en ligne droite. Et on sait que durant l'explosion des supernovas, juste avant le stade d'explosion de supernova, on a un excédent de neutrinos qui est formé au cœur de l'étoile. Et donc, si on observe un excédent de neutrinos qui provient dans la direction de Bételgeuse, on sait que Bételgeuse est sur le point de se transformer en supernova. Et or, on n'a pas observé, on n'a pas détecté d'excédent de neutrinos. Donc, ce n'est pas pour maintenant que Bételgeuse va se transformer en supernova. Désolé. Un jour. Tant pis, tant pis. Oui. La genèse de l'hélium donnerait les autres éléments Les formules chimiques? j'ai pu comprendre que l'hélium généré par l'après, Ouais. carbone, oui, en fait, du coup, c'est. Alors, je vais prendre juste 30 secondes. J'ai un support papier qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment pas mal du tout. Qui a été écrit il n'y a pas longtemps. Hop, tac, 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 tac. Ne prenez pas peur, ça va aller. Beaucoup de texte. En fait, j'ai marqué je crois avoir marqué les équations où je ne l'ai pas mis parce que justement, je me suis dit que c'était pas pertinent. Non, bon, c'est pas grave. En gros, je l'ai marqué dans le texte, mais je n'ai pas marqué les équations parce que je vais mettre le moins d'équations possible. Mais c'est pas grave. Du coup, mais vous n'avez même pas vu le truc. Ok. En gros, il y a de l'hydrogène, donc le deutérium et le tritium, qui vont former de l'hélium. Ensuite, on va avoir de l'hélium qui va fusionner avec du barium, je crois, de l'hydrogène, qui va former du carbone et de l'oxygène. Puis ensuite, après le carbone et l'oxygène, on va avoir d'autres éléments qui vont se former, les silicates, etc. En fait, tous les éléments du tableau périodique des éléments qu'on voit là, je vais vous remontrer. Là, tac. Hop. Tac, 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 tac. On remonte juste sur le tableau périodique. Là, voilà. Donc, on va avoir tous ces éléments-là, donc du carbone, azote, oxygène, fluor, etc. Et on va aller jusqu'à l'élément le plus stable, le fer.
Et donc, en fait, au-delà du fer, on ne peut pas faire. Enfin, c'est son jeu de mots. Au-delà du fer, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, c'est l'élément le plus stable que l'on peut former. Et on est obligé d'avoir en fait un excédent d'énergie pour pouvoir former plus que le fer. Donc, tout ce qui est or, plutonium, etc., enfin, tous les éléments plus lourds. Et c'est en fait lors de l'explosion en supernova qu'on va trouver l'énergie supplémentaire, lors de l'effondrement de l'étoile, pour former en fait des choses plus lourdes que le fer. Mais du coup, en fait, voilà, on va former plein d'éléments chimiques jusqu'au fer, et après tout le reste, tout ce qui est plus lourd, ça se forme lors de l'explosion de supernova ou de fusion d'étoiles à neutrons, ou des événements un peu plus chaotiques qu'une simple réaction de fusion nucléaire. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Ouais, c'est bon, ok. Et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les petites fioles, c'était tous les éléments fabriqués par l'homme qu'on ne trouve pas à l'état naturel, au passage. Oui. Vous dites que vous créez des étoiles, mais est-ce que après les avoir créées, vous pouvez encore les changer pour avoir d'autres objectifs? Ok. Hop, merci. Alors, j'étais peut-être un peu rapide, effectivement, en disant on peut créer des étoiles. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on était capable de créer une source lumineuse qui pouvait s'apparenter à ce qu'on appelle une étoile. Donc, en fait, on ne crée pas une étoile, fort heureusement pour nous, parce que sinon, on serait vraiment dans le caca. Mais en gros, effectivement, on peut créer une source lumineuse ponctuelle qui s'apparente à ce qu'on pourrait observer si on observait une étoile. En fait, c'est ça que je veux dire par on est capable de créer une étoile. Mais c'est tout. On s'arrête là. On excite en fait des molécules dans l'atmosphère et puis on les fait en fait émettre de la lumière. C'est tout ce qu'on fait. On s'arrête là. Il n'y a pas de réaction thermonucléaire dans l'atmosphère, pas de tout ça. À partir du moment où il y a le laser, on appuie sur off et puis il n'y a plus rien. Voilà, c'est vraiment, il n'y a aucun incident. On pourrait se demander s'il y a une incidence écologique ou sur l'atmosphère, rien du tout. C'est vraiment zéro carbone. Voilà. Ah oui. Un lien. J'ai mon numéro, mais c'est. Non. Je peux donner mon mail ou je peux vous donner mon Instagram si vous voulez. Je pose pas beaucoup. Enfin, je suis pas très, je montre ce que je fais, mais du coup, j'ai pas Twitter. Enfin, si, mais je l'utilise pas. J'ai pas tous ces réseaux sociaux. Donc, j'utilise Instagram et Facebook. Si vous voulez, on peut s'ajouter sur Instagram et sur Facebook, c'est avec plaisir. Il y aura des photos de la Patagonie, par contre. Hein, je suis désolé, il n'y aura pas que de l'astro. Mais oui, on pourra. Voilà, c'est le seul moyen de suivre vraiment ce que je fais. Après, voilà, si vous voulez m'envoyer un mail pour savoir ce que je fais ou sans mes recherches, avec plaisir, je vous répondrai. Enfin, voilà. Je n'ai pas créé de page web Julien Drevon. Je suis désolé. Pas encore. Pas encore, c'est pas moi qui la fera. Voilà. Okay. Je pense qu'on va certainement rester en contact. Oui, on restera en contact. Façon, et puis, pourquoi pas un live depuis là-bas, certainement. Ouais, avec plaisir. Ce sera certainement possible. Ouais. Julien, un grand merci. Merci à toi. D'être venu pour cette conférence passionnante. On va prendre rendez-vous pour dans 4 ans. Ouais. Tu reviendras dans 4 ans nous raconter tes aventures et tes découvertes. Ouais, avec plaisir. On va te souhaiter un très bon voyage. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent continuer à rester informés de nos événements grand public, si vous ne l'avez pas fait, laissez-nous votre adresse mail. On avait un petit cahier à l'entrée, là-bas, pour pouvoir continuer à rester en contact avec nous. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.